Pour les nouveaux qui arrivent sur cette chaîne, d'abord bienvenue et je vous informe que les nouvelles séries qui sont depuis le mois de septembre sur ma chaîne sont conformes à la nouvelle réforme, donc conformes au nouvel examen du code de la route le 12 septembre 2023. Allez, c'est parti pour la question 1. Allant tout droit, cette voiture bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avec la réforme, on a l'encadré qui nous précise bien justement de quelle voiture on parle, et vous aurez souvent l'expression bénéficie de la priorité de passage. Donc, cette voiture qui va tout droit, est-ce qu'elle bénéficie de la priorité de passage? Donc, elle vient de passer le feu qui est vert, donc là, elle l'a franchi. En face, il y a une voiture qui attend depuis tout à l'heure pour tourner à gauche. Celle-ci va tout droit, donc c'est toujours celui qui va tout droit ou à droite qui est prioritaire par rapport à celui d'en face, parce que la voiture blanche, quand elle va tourner, elle va lui couper la trajectoire. Elle n'a pas le droit de lui couper la trajectoire sans lui laisser le passage. C'est donc bien cette voiture-là qui doit passer. Donc là, donc cette voiture, est-ce qu'elle bénéficie de la priorité de passage? Oui, réponse A. À l'heure où je fabrique cette vidéo, je suis malheureusement encore la seule à vous mettre des questions qui sont aux normes par rapport à l'examen, qui sont mises à jour, donc c'est les nouvelles questions. Comme je vous l'ai dit la fois précédente, je me dépêche pour vous en mettre le plus possible de manière à ce que vous puissiez vous entraîner au code de la route gratuitement et que vous ayez une bonne expérience avant de passer votre examen. Alors surtout pour ne pas louper les suivantes, abonnez-vous et puis mettez en notification la petite cloche au moment où vous abonnez, surtout pour être prévenu quand la prochaine vidéo sortira. En continuant dans cette voie, je peux payer par carte, oui, réponse A, non, réponse B, par abonnement, oui, réponse C, non, réponse D. Donc en fait là, on va sortir de l'autoroute, c'est un péage, on va devoir payer à cette borne qui est ici, et on nous informe que donc la voie est ouverte et qu'il y a tout mode de paiement. La flèche verte veut dire tout mode de paiement. Donc ça peut être par carte, par espèce ou télépéage, mais la flèche verte veut dire tout mode de paiement. Ça, vous devez le savoir par cœur. Et quand c'est en télépéage, ça veut dire que c'est par abonnement. Est-ce qu'on peut payer par carte? Oui, parce que c'est tout mode de paiement possible avec la flèche verte. Est-ce qu'on peut payer aussi par abonnement? Oui aussi, avec le télépéage. Donc c'était réponse A et C. La signalisation annonce une route fréquemment enneigée. Réponse A. Un virage. Réponse B. Une intersection. Réponse C. Alors, il y a un premier indice à prendre en compte suite à la réforme du 12 septembre. Vous savez, il y a écrit plusieurs réponses ou une réponse. Ici, il y a écrit plusieurs réponses. Donc déjà, vous savez que vous devez trouver plusieurs choses sur la photo. Ça vous aide énormément. Donc, n'oubliez pas de le prendre en compte. Donc ça, c'est suite à la réforme, hein. Ce sont les nouvelles questions du code de la route. Donc, on regarde, on cherche plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une route fréquemment enneigée? Pour que ce soit une route fréquemment enneigée, il faut qu'il y ait le petit chapeau sur les balises ici, pour qu'il soit rouge, comme ici. Vous voyez? Donc là, il n'y a pas de chapeau rouge. Par contre, il y a des anneaux rouges. Donc, ils sont pas en haut, hein, ils sont mis plus bas. Donc après, il y a un chapeau qui est blanc. Donc, quand il y a un anneau rouge comme ça, c'est une balise d'intersection. Donc, il y a une intersection. La preuve, on la voit sur la droite, hein. Ça nous donne pas la règle de priorité de passage, hein. C'est juste pour détecter une route qui arrive à droite. Et après, ça sera à nous de regarder la règle de priorité de passage. Donc, la signalisation annonce une intersection.
Et puis ça annonce aussi un virage. Ça, ce sont des balises de virage avec l'anneau gris comme ça que vous voyez qui renvoie la lumière d'ailleurs la nuit. Donc ce sont des réflecteurs. Donc là, c'était réponse B et C. Cette voiture bénéficie de la priorité de passage pour reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, je rappelle aussi pour les nouveaux qui arrivent sur la chaîne, vous avez une réponse de réponse, mais vous avez aussi un encadré des fois quand on vous dit cette voiture ou alors ce panneau, dans ce cas-là, il sera encadré, ou ce feu tricolore, dans ce cas-là, ce feu sera encadré pour vous aider à la recherche. Et puis, vous avez des points de vue qui sont différents. Donc, je le rappelle brièvement pour les nouveaux, hein. Là, vous voyez, on voit, c'est un cycliste qui conduit. Et donc, c'est un point de vue de cycliste. Ça reste une question du code de la route du permis B, mais un point de vue différent. Donc, on vous le signale avec les symboles qui sont ici. Je vous remets rapidement les différents symboles que vous pouvez avoir. Vous voyez, ce sont ceux-là. Donc, c'est les différents points de vue que vous pourrez rencontrer le jour de l'examen du code de la route. Certains m'ont demandé si tous les centres d'examen étaient comme ça. Oui, ça, c'est une norme qui a été faite par l'État. Tout le monde doit s'y tenir. Ensuite, vous aurez le terme pour pas trop vous mélanger, plutôt que est prioritaire, par exemple, ça sera bénéficie de la priorité de passage. Vous allez le rencontrer le plus souvent possible, celui-là. Donc, cette voiture bénéficie de la priorité de passage. On regarde. Là, c'est un cycliste qui conduit, qui est sur une voie réservée. C'est même une piste cyclable parce que c'est à l'écart de la circulation. Donc, il est sur une piste cyclable. Donc, tant qu'il est sur sa piste cyclable, il est prioritaire. Cette voiture-là va sortir d'un trottoir, va traverser la piste cyclable pour retourner sur la chaussée qui lui est affectée, c'est-à-dire la chaussée qui est pour les voitures. Donc, quand il va traverser cette piste, il n'est pas prioritaire. Il recule, il manœuvre, il sort d'un trottoir. Toutes ces choses-là font qu'il n'est pas prioritaire. Donc, cette voiture bénéficie de la priorité de passage? Non. Réponse B. Je suis limité à 50 km/h. Dans 150 mètres, réponse A. Pendant 150 mètres, réponse B. Là, il y a un panonceau qui vous dit qu'on est limité à 50 km/h dans 150 mètres. Ça serait pendant 50 mètres, on vous aurait mis les flèches comme ça ici, là, de chaque côté. Là, avec des flèches, ça veut dire à hauteur du panneau et pendant 150 mètres. Comme il n'y a pas de flèche, ça veut dire que ce sera dans 150 mètres. Donc la limitation de 50, elle n'est pas maintenant, elle sera uniquement dans 150 mètres. Donc en fait, ça sera à l'entrée de l'agglomération. Réponse A. Cette voiture bénéficie de la priorité de passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc il y aura deux façons sur la réforme là. Les nouvelles questions pour l'examen du code de la route. Il y aura deux façons de vous présenter les choses. Ça sera soit un encadré jaune, soit avec ce symbole-là pour vous préciser que c'est ce véhicule-là. Donc cette voiture bénéficie de la priorité de passage. On va observer, on voit qu'elle a un clignotant à gauche, donc elle va vouloir certainement changer de voie. Si on observe un peu plus, nous on est sur un axe rapide, on a deux voies pour nous, c'est d'ailleurs une 2 fois 2 voies, hein, parce qu'il y a un rail de sécurité ici. Et puis, on voit que dans cette voie-là, il y aura un céder le passage. En fait, c'est une voie d'insertion. Elle va accélérer pour s'insérer. Mais elle n'est pas prioritaire. Elle ne bénéficie pas de la priorité. Elle doit essayer de s'insérer sans gêner ceux qui sont déjà sur l'axe. Donc, c'était réponse B. Le passage à niveau est sans barrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois laisser la priorité au train. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Le passage à niveau ici est sans barrière. Quand c'est avec barrière, vous voyez, c'est ce symbole-là. Donc, à bien retenir. En plus de ça, là, on nous informe qu'il y aura plusieurs voies parce que vous avez une croix qui est doublée en dessous. Vous voyez, vous avez un autre symbole ici. Donc, vous avez un passage à niveau avec plusieurs voies. Sachez qu'un train est toujours prioritaire. Là, il n'y a pas de barrière, donc c'est à vous d'observer et de regarder si un train arrive sur les côtés. Donc, c'était réponse A et C. Je circule sur autoroute. Avant ces panneaux, j'étais limité à 130 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on nous dit je circule sur autoroute. Normalement, la limitation de vitesse est de 130 km/h. Mais là, on a une signalisation, des panneaux, qui nous disent qu'on est limité à 110 km/h. Et si on regarde bien, il y a écrit que c'est un rappel. Ça veut dire que avant ces panneaux-là, on était déjà limité à 110 km/h. Donc, c'est pas une nouveauté, c'est un rappel. Ce qui fait que avant ces panneaux, est-ce que j'étais limité à 130 km/h? Non. Avant ces panneaux-là, j'étais déjà limité à 110 km/h puisque c'est un rappel. Réponse B. Le véhicule de derrière me suit de près. J'accélère pour augmenter mes distances de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous allez voir que quand vous allez passer en conduite en auto-école, vous aurez toujours la sensation d'être poussé par ceux de derrière. Et alors, le réflexe que vous avez tendance à avoir, c'est d'accélérer. Et en fait, il faut surtout pas faire ça. Parce que si vous accélérez, lui derrière, il va accélérer aussi, hein. Vous en faites pas, il va pas augmenter ses distances de sécurité pour autant. Donc, il va continuer à vous coller. Et le problème qui fait que si vous accélérez, c'est que là, vous n'aurez plus de distance vers l'avant, vous, pour anticiper. Surtout que vous, en plus, vous serez jeune conducteur au début, et donc ça sera encore plus compliqué. Et donc, comme vous n'avez plus vos distances pour anticiper, eh ben, s'il se passe quelque chose d'imprévu, vous allez être obligé de piler, de freiner très fortement. Et là, celui de derrière, il risque de vous rentrer dedans. Si on vous suit de trop près, le but, c'est d'augmenter un petit peu les distances de sécurité vers l'avant, de manière à pouvoir faire des freinages plus doux et plus souples, et d'avoir le temps de prévenir celui de derrière que vous êtes en train de ralentir, pour éviter tout risque d'accident. Donc, est-ce que j'accélère pour augmenter mes distances de sécurité? C'est non, réponse B. Je dépasse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a plusieurs choses à faire avant de décider si on peut dépasser ou pas. Regardez si la signalisation me l'autorise ou pas. Là, on n'a pas d'interdiction de dépasser. On a même les pointillés là qui sont de notre côté, donc on a le droit de dépasser. On doit regarder si personne ne nous dépasse à l'arrière. Là, derrière, il n'a pas l'intention de nous dépasser. Et on doit regarder s'il y a personne qui arrive en face et qu'on ait la distance suffisante pour dépasser. Et là, vous voyez, il y a un véhicule qui arrive en face. On n'aura pas assez de distance non plus parce que lui va arriver dans l'autre sens. Donc, on ne dépasse pas. On n'est pas dans les bonnes conditions pour dépasser. Donc, c'était réponse B. En général, les pointes de vitesse diminuent réellement le temps de trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Font grimper la consommation de carburant. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les pointes de vitesse, non, ça ne diminue pas réellement le temps de trajet. Je le vois bien quand on est en auto-école, avec les élèves qui respectent les limitations de vitesse. Quand on est en ville, des fois, il y a des voitures qui nous dépassent un peu n'importe comment, d'ailleurs, en prenant tous les dangers possibles pour nous dépasser, parce qu'ils ne veulent pas rester derrière une auto-école. Et puis, la circulation fait que il y a les feux, il y a des voitures qui tournent, il y a des piétons. Et des fois, quand on y a plusieurs voies comme ça, je sais pas, moi, 5 minutes plus tard, eh ben, on finit par se retrouver de nouveau devant le véhicule qui a pris des risques. Donc, c'est pour vous dire que on ne gagne pas vraiment en temps de trajet. Et ensuite, évidemment, ça fait grimper la consommation de carburant. Donc, c'était réponse B et C. Pour aller à Eysines, je peux traverser la voie réservée au tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. On regarde sur les panneaux de signalisation et on voit que Eysines, c'est à gauche. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avancer un petit peu et on remarque une voie de stockage ici. Donc, je vais pouvoir aller dans la voie de stockage pour pouvoir tourner à gauche. On a le droit de traverser une voie de tramway à condition que la signalisation nous l'autorise, qu'on ait par exemple un feu vert pour le faire. Donc, c'est réponse A. Je roule sur autoroute. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rencontre une bifurcation. Réponse C. Une sortie. Réponse D. Alors ici, on a un panneau bleu, donc c'est une confirmation qu'on roule sur l'autoroute avec le cartouche qui est rouge et dessiné à 20. Donc là, on est bien sur l'autoroute. Donc c'était dans un premier temps la réponse A. Ensuite, là c'est différent. Quelle est la différence entre les deux? Eh ben, une bifurcation, ça veut dire que je vais rester sur l'autoroute. Donc on me propose par exemple l'autoroute A20 d'un côté et puis moi je sais pas, l'autoroute A4 de l'autre côté. Mais donc si je change de direction, avec une bifurcation, je reste sur un autoroute aussi. Je change d'autoroute, c'est tout. Une sortie, ça veut dire que là, je vais quitter l'autoroute pour retomber sur une route nationale, départementale, communale, bref, peu importe. Je serai plus sur l'autoroute. Ici, le panneau, il est blanc. Donc, ça veut dire que c'est une sortie. Donc, avec le petit symbole de sortie d'ailleurs. Donc là, c'est bien la réponse D. En général, l'indicateur de changement de rapport permet d'économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en effet, ça c'est là la petite flèche, souvent c'est la petite flèche qui est vers le haut ou vers le bas, qui vous dit de monter une vitesse ou de redescendre une vitesse, donc de rétrograder. C'est un conseil, c'est une aide à la conduite qui vous aide justement à éviter de trop pousser votre moteur ou de rouler en sur-régime, c'est-à-dire que le moteur fait du bruit et puis vous avez oublié de passer la vitesse suivante, ou alors de rétrograder aussi, parce que rouler en sous-régime, j'ai pas dit un bas régime, mais rouler en sous-régime, on consomme plus aussi. Donc ça va vous donner des conseils pour monter ou descendre des vitesses. Mais des fois, vous pourrez pas toujours l'utiliser, parce que par exemple, vous avez une vue sur ce qui se passe devant. Donc si vous savez que vous avez un obstacle vers l'avant, vous n'allez pas mettre la vitesse supérieure comme il vous le conseille, d'accord? Donc c'est pour ça que c'est mis en général. En général, en effet, l'indicateur de changement de rapport nous permet quand même d'économiser du carburant, mais on ne peut pas l'utiliser dans toutes les situations. Donc c'était réponse A. Ne pas s'arrêter à un contrôle routier, c'est commettre un refus d'obtempérer, réponse A, un délit de fuite, réponse B.
Alors, il faut pas confondre les deux, hein. Un refus d'obtempérer, c'est bien dans cette situation-là, c'est-à-dire que quand on refuse de respecter ce que demandent les gendarmes ou les policiers, donc les forces de l'ordre, d'accord? Ensuite, le délit de fuite, c'est quand le conducteur refuse d'être identifié, par exemple, ou s'en va, alors que il est conscient d'avoir causé un accident, donc soit corporel ou matériel. Donc il sait qu'il a causé un accident et il ne s'arrête pas. Donc ça, c'est un délit de fuite. Donc c'était réponse A. Avant de conduire, je tiens compte de mes états de stress, de fatigue et de santé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et oui, parce que si on est fatigué et qu'on a des problèmes de santé, eh bien évidemment, on risque d'être moins réactif. Donc si on réagit trop tard, c'est dangereux. Si on est stressé, on risque aussi d'être plus nerveux et donc d'avoir une capacité d'analyse qui est moins bonne aussi. Et on risque de prendre plus de risques aussi. Donc c'est réponse A. Je dépasse, réponse A, ou je reste à bonne distance pour l'instant, réponse B. Alors même s'il y a aucun marquage, rien, là il y a un souci, c'est que je dois toujours avoir une bonne visibilité quand je effectue un dépassement. Et là, le problème, c'est qu'on arrive sur un sommet de côte. Si je m'écarte pour respecter les 1 mètre au minimum, j'ai bien dit au minimum, si vous pouvez faire plus, vous faites plus, hein. Mais si je m'écarte pour faire au minimum les 1 mètre, je vais me retrouver au milieu de la route. Et là, si quelqu'un arrive en face, c'est l'accident assuré, parce qu'on n'a aucune visibilité, donc il ne faut pas dépasser. Donc je reste à bonne distance pour l'instant. Donc je ne m'approche pas plus de ces vélos-là, de manière à avoir une distance de sécurité vers l'avant qui est suffisante. Donc réponse B. Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser, réponse A, une interdiction de stationner, réponse B, une limitation de vitesse, réponse C. Donc ça, vous ne devez faire jamais d'erreur sur ce panneau-là, vous devez l'apprendre par cœur parce que vous le rencontrez de temps en temps au code de la route et puis c'est une erreur bête. Ça serait dommage de faire une erreur là-dessus. Alors ce panneau-là veut dire que c'est la fin de toutes les interdictions quand on est en mouvement, quand on roule. Ça veut dire que ça ne concerne pas les arrêts et stationnements. Donc ça met bien fin à une interdiction de dépasser, ça met bien fin à une limitation de vitesse, parce que tout ça c'est quand on roule, quand on circule. Par contre, ça ne met pas fin à une interdiction de stationner, d'accord? Donc c'est fin de toutes les interdictions sauf arrêt et stationnement. Notez-le, écrivez-le, stabilotez-le, faites un gros trait rouge autour, mais à savoir par cœur. Donc c'était réponse A et C. Je peux téléphoner tout en effectuant le remplissage du réservoir d'essence de mon véhicule. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors c'est bien stipulé hein, sur la station essence, vous avez des petits symboles qui vous disent bien que pour éviter tout risque d'accident, il faut impérativement couper le moteur, ne pas fumer à proximité et éviter d'utiliser son téléphone portable. Donc là, non, je ne peux pas téléphoner en effectuant le remplissage d'essence, donc c'est réponse B. Les feux de croisement éclairent plus loin du côté droit, réponse A, éclairent plus loin du côté gauche, réponse B, éclairent aussi loin à droite qu'à gauche, réponse C.
Alors, les feux de croisement ont été étudiés pour que justement ça n'éblouit pas ceux d'en face. C'est pour ça que ça éclaire un peu moins loin à gauche. Donc ça va éclairer pour pas éblouir celui d'en face dans cette distance, cette zone-là. Et puis par contre à droite, ça va éclairer un petit peu plus loin pour ne pas éblouir. Donc c'est toujours un peu plus long sur la droite. Donc c'est réponse A. Pour tourner par rapport à une voiture, ce véhicule a besoin de plus de place, réponse A, de moins de place, réponse B. Donc oui, bus, un véhicule de transport scolaire, un camion, donc tous les poids lourds en règle générale, ont besoin de plus de place pour tourner. Pourquoi? Parce que le derrière, lui, va couper la trajectoire. Le devant va faire une grande avancée comme ça, et le derrière, lui, il va couper. Donc il a besoin de plus de place. C'est pour ça que souvent, on n'a pas le droit de s'avancer à ras des intersections et qu'il y a un marquage au sol qui nous demande de nous arrêter un peu plus tôt pour laisser justement la place pour tout ce qui est poids lourd, transport en commun aussi, pour tout ce type de véhicule. Donc c'était réponse A. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Donc là, on nous dit bien qu'on est en période probatoire, donc jeune conducteur, la limite elle est abaissée à 0,10 mg par litre d'air expiré ou 0,20 g par litre de sang. Donc là, on est testé positif dans cette situation-là. Et si on est positif, on a une perte automatiquement de 6 points sur le permis de conduire. Donc c'était réponse B. Depuis mon poste de conduite, je peux voir tout ce qui se situe devant ma voiture. Oui, réponse A, non, réponse B. Derrière ma voiture, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, le problème, c'est que en voiture, on ne voit pas tout ce qui se passe, même si on tourne la tête. Pourquoi? Parce qu'il y a des montants sur les côtés, et le fait qu'il y ait des montants, ça cache la visibilité de ce qu'il y a sur les côtés, ainsi que les rétroviseurs, qui sont de plus en plus bas maintenant dans les voitures, et qui ont tendance aussi à créer un bel angle mort. Quand on se retourne, c'est pareil, on voit pas non plus ce qu'il y a derrière le coffre, derrière les montants. Donc on ne peut pas voir ce qui se situe complètement à l'avant et à l'arrière. Donc c'était réponse B et D. Avant de prendre la route dans ce brouillard, je peux mettre les feux de position uniquement. Réponse A. Les feux de route. Réponse B. Les feux de croisement et brouillard avant. Réponse C. Alors, les feux de position, on ne peut les mettre en agglomération éclairée. Donc là, c'est pas le cas. Donc c'est pas la A. Les feux de route, on peut les mettre que la nuit et quand il y a personne en face et pas d'éclairage. Donc c'est pas le cas non plus. Les feux de croisement, on peut les mettre quand il y a mauvaise météo. Il est conseillé de mettre les feux de croisement et on peut rajouter les feux de brouillard avant avec. Donc c'était réponse C. Dans un embouteillage, le système stop and start arrête le moteur en cas d'arrêt prolongé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Permet une économie de carburant d'environ 10%. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Et oui, c'est tout l'intérêt du stop and start, c'est que dès qu'on va s'arrêter, dès que le véhicule va s'immobiliser, le moteur va s'éteindre. Et donc, dès qu'on va vouloir repartir, la voiture va redémarrer. Donc, ça arrête en effet le moteur en cas d'arrêt prolongé. Et ça permet aussi une économie de carburant qui est quand même pas négligeable, qui est d'environ 10%. Donc, c'était oui aux deux, réponse A et C. Le véhicule bleu est un véhicule prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Là, on peut voir un véhicule bleu où il y a écrit donc avec un gyrophare mais qui n'est pas en fonctionnement. Il n'a pas mis son triangle aussi de travaux. Et c'est un véhicule donc d'intervention d'urgence pour le gaz. Quand il est en mission, il doit utiliser des avertisseurs sonores, le gyrophare et la sirène à 3 tons. Donc ça fait 3 tons quand c'est ce genre de véhicule. Et donc là, dans ce cas-là, il bénéficie d'une facilité de passage. Par contre, il doit quand même respecter les règles de priorité aux intersections et il faut pas confondre avec les véhicules prioritaires. Lui, on doit seulement lui faciliter le passage. Donc c'est réponse B. Je prête davantage attention au côté droit, réponse A, au côté gauche, réponse B, au feu tricolore, réponse C. Alors en face, ils sont bien dans leur voie. Là, il y a un risque avec le feu qui est vert, il pourrait très bien passer orange. Donc je dois quand même me préparer à ce qu'il passe orange et à surveiller ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est quand même un élément qui est important à prendre en compte. Mais il y a un élément qui est encore plus important, c'est celui-ci, cette voiture-là, qui est garée en contresens de circulation. D'ailleurs, elle n'a pas le droit de le faire normalement. Ce qui fait que, vous voyez, elle est en train de regarder dans son rétroviseur pour voir si elle peut s'insérer. Et elle a déjà tourné les roues et elle a aussi mis son clignotant. Donc ça, potentiellement, c'est un danger et c'est le danger le plus important qui est imminent. Donc là, je m'apprête à réagir au cas où de façon très rapide. Donc là, c'était la réponse A. Donc je dois prêter plus attention au côté droit de ce qui se passe là. Je circule avec les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Les feux de position seule, c'est uniquement en agglo éclairé. Pas autrement. Donc, c'est pas possible. Pareil, vous notez, Et maintenant, j'ai le choix entre les feux de croisement et les feux de route. Alors, quand on peut mettre les feux de route, on doit les mettre. Les feux de route, je peux les mettre n'importe où, à partir du moment, évidemment la nuit, mais je peux les mettre la nuit à partir du moment où il n'y a pas d'éclairage. C'est le critère. Feu de route, pas d'éclairage. Évidemment, personne en face. Mais voilà, feu de route, pas d'éclairage. Que je sois en ville ou pas en ville, peu importe le lieu, c'est surtout pas de lampadaire d'allumé. Et là, c'est le cas. Donc, j'ai personne en face, j'ai pas de lampadaire d'allumé, donc je peux et je dois mettre mes feux de route. Parce que dès qu'on peut voir mieux, on doit faire en sorte de pouvoir toujours voir mieux. Donc, je dois mettre les feux de route. Donc, c'était réponse C. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur la lunette arrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, je vous donne une astuce si vous avez tendance à confondre. Vous avez remarqué, le pare-brise à l'avant, souvent, il a cette forme-là. Il est un petit peu plus large en haut qu'en bas, d'accord? Donc, le symbole, il a cette forme-là aussi. Donc, il est évasé comme ça. Hop, voilà. Et donc c'est évasé comme ça.
Quand c'est rectangulaire, ça correspond vraiment au haillon de derrière, d'accord? Donc là, c'est rectangulaire, donc c'est bien pour la lunette arrière. Donc réponse A. Immédiatement à droite, le stationnement est toléré. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'arrêt est toléré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, immédiatement à droite, là, on peut voir que on a un marquage au sol. Ce sont des pointillés jaunes. Donc, quand ce sont des pointillés jaunes, ça veut dire qu'on a le droit de s'arrêter, mais pas de stationner. Pour qu'on ait le droit de faire ni l'un ni l'autre, que ce soit interdit pour les deux, il aurait fallu une ligne continue jaune ici. Là, elle est en pointillé, donc j'ai quand même une tolérance pour l'arrêt. Donc, le stationnement est toléré? Non, réponse B. L'arrêt est toléré? Oui, réponse C. Donc, B et C. Commettre un délit de fuite, c'est quitter le lieu d'un accident lorsqu'on est témoin. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsqu'on est impliqué? Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, déjà, pour le bas, je pense que vous avez su répondre par rapport à la correction que j'ai faite tout à l'heure. Je vous expliquais qu'un délit de fuite est commis quand on a provoqué un accident et qu'on ne s'arrête pas, soit pour donner notre identité ou pour faire remplir le constat, par exemple. Ça, c'est un délit de fuite. Ensuite, lorsqu'on est témoin, lorsqu'on est témoin, ça veut dire qu'on n'est pas impliqué dans l'accident, mais qu'on a seulement vu ce qui s'est passé. Quand on est témoin d'un accident et qu'on ne s'arrête pas pour aider une victime, par exemple, là, on commet un délit de non-assistance à personne en danger. Mais c'est pas un délit de fuite, d'accord? Parce que nous ne sommes pas l'auteur de l'accident. Donc, c'est réponse B et C. En cas de panne de mon véhicule, j'évacue immédiatement vers l'issue de secours la plus proche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, en cas de panne de mon véhicule, je vais pas d'abord prendre la sortie. Il faut absolument que je prévienne le service de secours du tunnel. Donc que j'aille au téléphone ici. Ici j'ai un téléphone et puis j'ai aussi un extincteur si besoin. Donc il faut d'abord que je prévienne et ensuite s'il me donne l'ordre d'aller dans l'issue de secours, ce qui en règle générale c'est ce qui se passe, j'irai dans l'issue de secours. Mais d'abord je dois toujours prévenir. Donc est-ce que j'évacue immédiatement vers l'issue de secours la plus proche? Non, réponse B. Plus la ceinture est ajustée, plus elle sera efficace en cas de choc. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc plus la ceinture est ajustée, ça veut dire bien serrée contre votre corps. Plus c'est efficace. Pourquoi? Parce que la ceinture, alors on imagine par exemple que là vous avez le volant avec le tableau de bord. Comment va travailler la ceinture? Donc en cas d'accident, en cas de choc, il va y avoir le prétentionnaire de ceinture qui va s'activer. C'est-à-dire que là, ce que vous voyez donc ici, là, là où on accroche la ceinture, ce petit bloc qui est dans la main, va être tiré vers l'arrière, comme ça. Donc ce qui fait que ça va resserrer ici, et le but c'est que toujours le bassin ici, donc le bas au niveau de vos fesses, ce soit toujours bien collé à votre siège, que vous n'avanciez pas. Ensuite, votre corps, votre buste va s'avancer un petit peu, à peu près à 10-20 cm, et le reste de la ceinture ici va vous arrêter. Donc vous allez être un petit peu quand même la tête
pencher en avant et vous allez être arrêté. Mais vous serez arrêté assez tôt pour ne pas taper le volant qui est ici. Si ça s'est desserré, ça va plus vous coller contre le siège. Donc votre corps, lui, va déjà être avancé à ce niveau-là, ce qui fait que, comme c'est desserré, votre buste là va être penché encore un peu plus en avant et votre tête, elle va taper le volant. Donc surtout, faut bien ajuster votre ceinture. Donc c'était réponse A. L'acuité visuelle minimale avec correction d'un conducteur est de 1/10, réponse A, 3/10, réponse B, 5/10, réponse C, 8/10, réponse D. Alors, on doit voir au minimum à 5/10, que ce soit avec ou sans correction. On doit être capable de voir au moins 5/10 quand on conduit une voiture. Donc, c'est réponse C. Ça, si vous ne le savez pas, vous apprenez par cœur, vous le notez en fait. Vous faites exactement comme ce que je vous conseille dans les astuces, qui sont gratuites d'ailleurs. Donc, vous avez juste à aller sur le lien qui est juste en dessous dans la description ou dans le premier commentaire. Vous cliquez sur le lien, vous y mettez votre adresse mail et moi je vous envoie un accès avec tous les petits conseils pour pouvoir progresser rapidement. Donc c'est une méthode de travail pour pouvoir progresser rapidement, éviter de refaire les mêmes erreurs et donc vous redonner confiance aussi. Donc ça, vous n'hésitez pas, vous faites comme ce que je vous conseille, vous notez bien et vous apprenez sur des petites fiches. Enfin, je vous explique tout ça dans la formation. N'hésitez pas à y aller, vous verrez, ça aide vraiment. Donc pour revenir à la question, c'était bien la réponse C. Pour une efficacité optimale, il faut ajuster la ceinture de sécurité sur la clavicule, réponse A, sur le cou, réponse B, sur les os du bassin, réponse C. La ceinture de sécurité, si elle est bien mise, elle sauve des vies. Mais c'est important de bien la mettre pour ça. Elle doit être toujours plaquée sur le bassin et au niveau de la clavicule. Pas au niveau du cou, ça pourrait abîmer les cervicales. Et pas en dessous du torse ou sous le bras non plus, parce que là, vous pouvez abîmer vos côtes flottantes et donc vous perforez des organes à l'intérieur. Ça, je le vois souvent, les enfants ont tendance à faire ça. Refusez qu'ils le fassent, c'est important. Donc là, c'était réponse A et C. L'ABS est un dispositif de sécurité passive, réponse A, active, réponse B. Donc l'ABS, qu'est-ce que c'est? C'est un système qui empêche de bloquer les roues, ou une ou plusieurs roues. Donc comme ça permet de conserver une capacité optimale de votre freinage, d'avoir un meilleur freinage, et donc de maîtriser mieux votre véhicule. Ce qui fait que c'est une sécurité active. Alors pourquoi active? C'est tout ce qui va pouvoir intervenir avant l'accident. Donc là, c'était réponse B. Il est conseillé d'avoir un gilet haute visibilité par place assise. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, un conducteur doit posséder obligatoirement un gilet haute visibilité. Ça peut être jaune ou orange, mais surtout avec des bandes réfléchissantes qui sont ici. Donc c'est obligatoire pour le conducteur. Après, il est quand même conseillé, même si c'est pas obligatoire, d'avoir un gilet par place assise, d'accord? Ça sera pour leur sécurité aussi, c'est quand même mieux. Donc là, c'était réponse A.
Ce constat amiable est utilisable dans les pays de l'Union européenne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, c'est bien un constat européen, donc il est valable dans toute l'Europe. Donc, quand vous serez à l'étranger, vous aurez exactement les mêmes choses au même endroit, la case numéro 12, et il y aura les mêmes choses écrites, mais dans l'autre langue. C'est pourquoi je vous conseille toujours, si vous allez à l'étranger, d'emporter avec vous un constat français. Comme ça vous permettra, pour cocher les cases et rayer là, les lignes, de savoir ce que l'autre a mis, même si vous ne comprenez rien dans leur langue, vous savez ce qu'il a écrit, et vous, ça vous permettra de cocher aussi les bonnes cases. Donc emportez toujours un constat français avec vous. Donc là, c'était réponse A. La principale cause d'éclatement d'un pneu est l'usure, réponse A. Le surgonflage, réponse B. Le sous-gonflage, réponse C. Alors, une usure importante diminue fortement l'adhérence d'un véhicule et ça fragilise le pneu. Alors, le surgonflage, lui, il augmente l'usure au centre de la bande, à ce niveau-là. Le sous-gonflage, il provoque un écrasement du pneu, d'accord, et une usure assez rapide des flancs, c'est-à-dire sur les côtés du pneu. Et ça provoque à terme un risque d'éclatement. Là, on vous demande la principale cause. Eh bien, la principale cause, c'est le sous-gonflage. C'est là où il y a un risque le plus important d'éclatement de pneu. Donc, réponse C. Dans un virage sans visibilité, je serre le bord droit de la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dans ce virage-là, on voit que c'est un virage qui est assez serré, la route n'est pas très large et vous n'avez pas de visibilité en face. C'est pourquoi ils vous ont mis d'ailleurs qu'on était limité à 50 km/h et ça pendant 50 mètres. Donc c'est à partir de ce panneau et pendant 50 mètres. Donc comme il n'y a pas de visibilité, évidemment il va falloir serrer un petit peu à droite parce que s'il y a un autre véhicule qui arrive en face, il va nous voir aussi au dernier moment, comme nous on va le voir au dernier moment, et on n'aura pas le temps de se serrer trop à droite. Donc il faut le faire avant, donc je me serre à droite. Et puis je vais aussi ralentir pour deux choses, parce que déjà le virage est assez serré, donc ça va me permettre de maîtriser plus facilement la trajectoire de ma voiture, et d'éventuellement pouvoir m'arrêter s'il n'y a pas assez de place avec le véhicule d'en face ou si je découvre un obstacle de l'autre côté. Donc ici, c'était est-ce que je serre le bord droit de la chaussée? Oui, réponse A. Est-ce que je ralentis? Oui, réponse C. Donc A et C. Bon voilà, j'espère que la correction pour vous s'est bien passée, j'espère que vous avez tout bien noté parce que ça vous évite de faire 50 000 questions de code. Logiquement, si vous respectez ma méthode de travail, ça va très vite et vous n'avez pas besoin de passer 50 heures de correction de code. Allez, je vous souhaite bon courage et à bientôt.